Bien, nous allons commencer cet après-midi avec le professeur Philippe Pierre qui vous a rappelé ce matin qu'il était à l'université de Rennes, tout court, avec un S à la fin, qui a été aussi membre de CCI, qui a participé à donc il connaît de l'intérieur, si j'ose dire, le fonctionnement. Et en alternance avec le professeur Luc Grimbaum de notre faculté, ils vont finalement nous présenter du point de vue de l'assurance, quels ont été les apports de cette loi Nicolas About, alors avec une division, comme je vous l'ai indiqué, du passé et du présent. Mais pour regagner du temps, je vais donner immédiatement la parole à Philippe Pierre, en espérant que ce micro fonctionne. Et comme nous sommes dans une position un peu de nain de jardin, peut-être s'élever un peu avec le pupitre. Quelqu'un m'avait écrit qu'on était très bas. Je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci aux organisatrices, aux co-organisatrices de ce colloque pour cette organisation, ainsi que d'ailleurs à Madame De Bruyne pour l'organisation matérielle, un peu moins aux chauffagistes. Voilà, alors il m'appartient donc sur le plan assurantiel de vous présenter la problématique et les enjeux de la loi About, ce qui quelque part nous fait remonter dans le temps et nous faire monter dans le temps de la journée, puisqu'on va rembobiner en fait des problématiques dont la résultante a été déjà exposée ce matin et dont Luc Grimbaum, mais ça c'est logique au point de vue chronologique, reparlera tout à l'heure. On va refaire donc sur le mode de cette excellente émission de LCP du rembobinage ou du rembobinabou pour finalement partir donc de ce qui était historiquement, faire l'histoire du droit c'est toujours intéressant, la problématique donc de cette loi du 30 décembre. Alors il y a un point que je vais très rapidement écarter, mais quand même le signaler. C'est la discussion sur l'étendue de l'obligation d'assurance. C'est l'exonération qui a été, donc, du fait de cette loi About, admise pour les gros établissements de santé tels que la PHP ou les Hospices civils de Lyon, pour des raisons en fait de surface financière, d'auto-assurance, de capacité également de traitement des réclamations beaucoup plus rapides et économes. Et donc on a effectivement, et là c'est du droit positif pour le coup, eh bien une exception qui est consacrée, qui est autorisée donc par l'article L251-1 du Code des assurances pour ces gros établissements. Ce que je veux simplement vous dire à ce stade, c'est que à partir du moment où vous avez donc l'établissement qui est son propre assureur, il n'y a plus cette notion d'immunité d'assurance à l'égard de l'auteur direct du dommage tel que l'exprime l'article L121-12 du Code des assurances. Et à partir de là, l'immunité de responsabilité dont bénéficient évidemment de longue date les praticiens du secteur public, mais également, pourquoi pas, les praticiens du secteur privé exerçant dans leur secteur libéral dans ces établissements, et donc celle-ci ne date que de 2004, cette immunité est extrêmement importante puisqu'il n'y a plus d'immunité d'assurance, faute par hypothèse d'assurance susceptible de jouer. Et évidemment, on en revient ici au périmètre, au pourtour de cette immunité, et également à l'intérêt pour ces praticiens de s'assurer, par exemple, en cas de faute détachable, en cas de faute d'infraction parapénale, etc., tout ce qui pose le problème de l'étendue de leur immunité de responsabilité. Donc ce point-là, je le laisse de côté, et je vais en revenir maintenant donc à ces questions de notion de sinistre, d'application de la loi donc dans le temps, de clause réclamation, etc., etc. Tout ce qui a été vu ce matin, mais je vois avec plaisir qu'il y a beaucoup d'étudiantes et peut-être des étudiants, quelques-uns quand même, dans l'amphi. Et la pédagogie, c'est aussi la répétition jusqu'à la saturation. Et donc, on va reprendre ça d'une autre façon. Alors, ce que je vous disais, c'est que l'essentiel du débat qui a été porté cette fois-ci, non pas par les établissements, mais par les assureurs, c'est de déterminer le périmètre de l'assurance obligatoire, rendue obligatoire par la loi du 4 mars 2002, et de s'interroger sur les filtres que l'on peut ou pas introduire entre le sinistre, entendu comme la survenance du dommage corporel, et sa prise en charge contractuelle, sa prise en charge assurantielle, étant précisé qu'un assureur, quel qu'il soit, ne peut évidemment ne pas être tenu de tout et indéfiniment pour avoir croisé un jour le professionnel ou l'établissement sur son chemin contractuel.
Alors cette problématique d'ajustement du champ contractuel aux risques survenus, eh bien, avant donc la loi About était en réalité de deux ordres, qui sont d'ailleurs particulièrement prégnants dans le domaine médical. Le premier aspect, eh bien, c'est un aspect, on pourrait dire, rationné matériel, c'est-à-dire comment conjuguer la sinistralité au pluriel, comment appréhender sur le plan assurantiel eh bien, des sinistres sériels. On a déjà évoqué la question, mais assez rapidement pour le coup ce matin, qui sont en lien donc de connexité les uns avec les autres quant à l'origine, et dont l'addition, si elle n'est pas maîtrisée, eh bien, peut conduire évidemment à priver de toute efficacité des outils essentiels de maîtrise des risques tels que les plafonnements de garantie. Donc cette réflexion rationnée matérielle eh bien, passe par une définition même du sinistre. Et en second lieu, rationner le qui, si on peut dire, eh bien, comment traiter les sinistres complexes, que d'ailleurs certains appellent à juste titre, qui sont liés donc à juste titre à des risques dits composites. Eh bien, comment traiter ces sinistres complexes dont le processus eh bien, peut enjamber en amont et en aval la durée des garanties délivrées ou consenties par l'assureur. C'est donc ici évidemment la problématique de la garantie dans le temps, sachant quand même que eh bien, l'une comme l'autre, définition du sinistre et donc application dans le temps, en fait, sont intimement liées quand on le reverra tout à l'heure. Avant cela, une dernière précaution presque liminaire qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on a très brièvement évoqué ce matin, la question de l'autre modèle assurantiel qui était disponible et que les assureurs avaient eux-mêmes proposé, promu bien avant la loi About, bien avant la loi Kouchner. C'était des schémas qui dataient des années 90, qui consistaient à exploiter la loi de mars 1992 qui généralise, vous le savez, les mécanismes d'assurance en avance sur recours, les contrats GAV, au point, mais ça aurait été l'intérêt de basculer dans ce paradigme, de la rendre dans un schéma obligatoire et non plus facultative. Alors on va parvenir sur cette discussion, parce qu'en réalité, il y a du pour et du contre, bien évidemment, dans les contrats GAV, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport aux sinistres sériels, par rapport aux sinistres dont le déroulement dans le temps est complexe, eh bien, les contrats GAV, au moins, de ce point de vue-là, auraient eu un vrai mérite. D'abord parce que ce sont des contrats individuels qui sont souscrits par les victimes. Eh bien, on inverse le prisme et la question du sinistre sériel ne se pose plus, par hypothèse. Et par ailleurs, eh bien, quant à la durée dans le temps de ces contrats, eh bien, même s'il y a des difficultés effectivement qui sont liées à la définition de l'accident, etc., et de ses conséquences néfastes, il n'y a plus, puisque c'est une assurance directe, eh bien, cette référence au tiers responsable, à sa réclamation, qui est si problématique dans la durée, dans le temps, des assurances de responsabilité. Donc, vertu simplificatrice, au moins de ce point de vue-là. Alors après, on pourra peut-être discuter par la suite de l'intérêt de généraliser, ou en tout cas d'aller plus loin dans ce modèle qui n'est de toute façon plus d'actualité face à tout ce qu'on a évoqué sur la solidarité nationale ce matin, mais qui peut quand même être intéressant à titre facultatif. Alors, 2 points dans cette communication. D'abord, la problématique et les enjeux de la définition du sinistre en assurance de responsabilité médicale, et ensuite un focus, évidemment, sur la problématique et les enjeux de ce sinistre, une fois défini, quant à l'application dans le temps de la garantie d'assurance. D'abord, la définition du sinistre, eh bien, tout est parti, non pas de la loi Kouchner, non pas de la loi About, mais de la loi du 13 juillet 1930, ça remontera loin, près d'un siècle, et de cet article L124-1 du Code des assurances, qui n'a pas bougé depuis 1930, et qui définit donc, qui pose, je vous lis le texte, que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable privé au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Ceci donc semble subordonner le sinistre à un triptyque qui serait articulé autour du fait générateur, du dommage et de la réclamation du tiers, quel qu'en soit le devenir, bien sûr, puisque la réclamation ne préjuge pas de la condamnation, ni, a fortiori, par hypothèse, de la garantie d'assurance. Alors, la Cour de cassation a parfois, effectivement, validé ce triptyque de longue date, dans les années 70, on remonte quand même assez loin ici, en imposant donc que soit constatée la réclamation de la victime afin d'identifier le sinistre. Mais par la suite, d'autres arrêts ont paru se contenter du fait matériel dans la définition du sinistre, en vertu duquel la responsabilité est poursuivie, étant rappelé quand même que l'article L124-1 du Code des assurances, qui semble donc poser un triptyque,
est un article facultatif. La loi n'est pas impérative de ce point de vue-là. Et donc, variation de la Cour de cassation, mais en réalité, variation des enjeux. On peut comprendre effectivement qu'on ait une définition plurale du sinistre, parce qu'il n'est pas identique de déclarer un sinistre entendu comme le seul fait dommageable lorsqu'il s'agit de respecter un délai contractuel de déclaration qui est imposé par l'assureur. Et d'ailleurs, en matière médicale, il y a de multiples déclarations de précaution qui sont liées aux faits matériels et qui sont totalement déconnectées de la réclamation du tiers victime. En revanche, la question peut se poser, s'agissant donc de la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité au sens de réclamation de la victime, eh bien, si cette conception donc simple du sinistre résiste ou pas à cette irruption du tiers victime, et si donc l'article L124-1 doit ou pas être ici envisagé via le triptyque que j'ai évoqué. Alors c'est d'autant plus compliqué qu'il y a les trois éléments, mais il y a aussi les sous-éléments de ce triptyque. La dualité de la réclamation, tout d'abord, mais je vais être très rapide là-dessus. La réclamation de la victime peut être judiciaire ou amiable. Bon, ce n'est pas elle qui pose le plus de difficultés. Il y en a par exemple, le point de savoir si une demande d'information auprès de l'assureur veut ou pas réclamation, etc. Bon, mais on a ici une maîtrise donc, de la dualité qui est écrite et qui en réalité ne pose pas tant de difficultés que ça. En revanche, eh bien, le fait dommageable, eh bien, lui, peut s'inscrire dans l'unité, un fait matériel qui crée un dommage, puis la réclamation indemnitaire d'une victime, jusque-là c'est simple, ou dans la pluralité, c'est-à-dire que le même fait matériel va créer plusieurs dommages suivis, mais pas forcément, de plusieurs réclamations des victimes. Par exemple, l'explosion d'une bonbonne d'oxygène dans une salle d'anesthésie. Bon. Enfin, autre sous-schéma, eh bien, plusieurs faits matériellement distincts peuvent se rattacher à une cause unique et créer autant de victimes que de faits dommageables imputables à cette cause unique, par exemple le dysfonctionnement continu d'un appareil de radiologie. Et évidemment, c'est là qu'apparaît l'enjeu essentiel entre unité et diversité de la définition du sinistre. Car il faut ici s'entendre sur la notion de cause. Alors la cause, on avait déjà du mal à l'explorer, à l'exploiter, à l'enseigner en droit des contrats, mais finalement, en droit de la responsabilité, là où elle survit, c'est guère plus simple. Certains vous parlent, et d'ailleurs dans les textes, on utilise encore ce terme, de cause génératrice du dommage. Est-ce que la cause génératrice du dommage, c'est ou pas assimilable au fait générateur du dommage? C'est une formule donc, qui est tout le moins énigmatique. Et puis vous avez d'autres textes qui visent non pas la cause génératrice du dommage, mais la cause technique du dommage. Ce qui n'est pas forcément la même chose et ce qui, à mon avis, me semble préférable. Je vous renvoie ici pour que vous voyez un petit peu la diversité des termes aux articles L124-1-1 et L252-2-2 du Code des assurances, mais je ne veux pas empiéter sur ce que va dire ici tout de suite Luc Grimbaum. Alors, à partir du moment où on est sur la cause technique, que moi je trouve comme étant une formule bien préférable parce qu'elle est plus pédagogique, eh bien, celle-ci n'est pas exempte d'interrogation dans ces sinistres donc sériels, imputables ou rattachables à une cause technique unique. Elle n'est pas exempte d'interrogation, et spécialement en matière de réalité médicale. Alors, c'est assez adapté, la notion de cause technique, source donc de différents faits dommageables, pour les nombreux vices, les nombreuses défectuosités qui sont susceptibles d'affecter les produits de santé, les matériels, les dispositifs médicaux, les produits sanguins et autres produits issus du corps humain. On s'en dépatouille, si j'ose dire. Mais quid pour utiliser une problématique qui a été soumise à la Cour de cassation il y a très peu de temps, le 30 décembre, un autre 30 décembre, mais 2020. Vous voyez, je fais un peu de l'uchronie juridique, je fais du passé en me nourrissant d'une problématique qui était antérieure à 2002, mais qui en fait a été dévoilée en 2020. Quid donc d'un défaut d'information affectant une prestation médicale réitérée, par exemple le fait de ne pas signaler de manière répétitive, que ce soit d'ailleurs imputable à un praticien ou un établissement, le même risque grave affectant par la suite moult victimes. Dans cet arrêt donc uchronique pour ce qui nous concerne du 24 septembre 2020, eh bien, la Cour de cassation a énoncé, ce n'était pas en matière médicale, mais ça peut être parfaitement transposable, que la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d'information et de conseil, individualisée par nature, exclut l'existence d'une cause technique
au sens du texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. Donc il y aurait en fait autant de sinistres que de manquements à l'obligation d'information, ce dont on peut discuter, ce dont certains ont dit mais ça ne colle pas, ça devrait en réalité être un sinistre unique, notamment lorsque les documents sont uniformisés, lorsqu'ils sont standardisés, mais justement ça renvoie à l'idée que finalement, spécialement, et j'y reviens dans la relation entre un patient et le médecin, eh bien, il doit y avoir cette individualisation et on peut considérer effectivement qu'il y aura autant de causes techniques que de défauts d'information individualisables à l'égard du patient. Mais vous voyez que la notion de cause technique, il y a les expertises évidemment, mais elle s'impose assez facilement dans certaines circonstances, mais quid de cette obligation d'information qui peut aussi défaillir de manière sérielle. Alors quoi qu'il en soit, cette définition, donc face au risque sériel du sinistre en tant que tel, eh bien, cette définition a naturellement pour enjeu la confrontation de ces risques au plafond de garantie dans la mesure où, vous le savez, ceux-ci ont été autorisés, on en a parlé ce matin, en matière médicale depuis la loi Kouchner, tant à l'égard des professionnels que des établissements de santé. Et je vous rappelle quand même l'article L113-5 du Code des assurances qui énonce que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de sa prestation contractuelle. C'est l'application pure et dure du champ contractuel. On le sait, eh bien, ce sinistre donc, peut s'entendre, le plafond peut s'entendre soit par sinistre, soit par année d'assurance. Ces dualités d'ailleurs étant, j'y reviens très brièvement, réglementées pour les praticiens et librement déterminées par les parties à propos des établissements. Alors avant que n'intervienne la loi About, puis ces différents prolongements réglementaires, puisque ça a bougé, on l'a dit aussi, eh bien, la jurisprudence, retour vers le passé, eh bien, s'était focalisée sur les contrats souscrits par les CTS, par les centres de transfusion sanguine, qui avaient été poursuivis en responsabilité par les victimes de contamination par le virus du sida. Et on avait évidemment à l'époque pas anticipé ce risque et les plafonds étaient évidemment tout de suite menacés d'être explosés, de même que les primes collectées à l'époque pouvaient à peine couvrir la totalité, un sinistre de responsabilité dans ce domaine. Alors, les juges du fond eh bien, avaient mis en œuvre le plafond annuel qui figurait dans ces polices, en le faisant jouer victime par victime, ce qui en réalité eh bien, niait quelque part l'utilité du plafonnement annuel. Et la Cour de cassation a fini par rappeler à juste titre que la limite de l'indemnisation de l'assureur pour une même année d'assurance vaut quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes. Et donc ici, eh bien, le véritable enjeu notionnel va tenir à l'analyse du sinistre permettant de faire jouer ou pas ce second plafond annuel de garantie. Alors, on rebascule sur la définition même du sinistre. Est-ce que le renvoi à la cause technique unique de plusieurs faits dommageables, est-ce que c'est suffisamment globalisant pour rendre nécessairement unique un sinistre qui serait donc ainsi soumis à ce plafonnement annuel? Stipuler dans cet ordre d'idées que sont considérés comme formant un seul et même sinistre les dommages résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque, d'accord, on globalise, eh bien ça ne permettra pas forcément de globaliser, pour prendre une illustration jurisprudentielle, toutes les prothèses de hanche d'un même lot qui se sont rompues, car au-delà de l'unicité apparente du lot, eh bien, il faudra vérifier si les causes techniques de ces ruptures sont bien toujours identiques, faute de quoi eh bien, on aura plusieurs sinistres et le plafond sera donc conjugué lui aussi au pluriel. Voilà donc pour cet enjeu de définition du sinistre face au risque sériel, et on verra donc ce que fait le droit positif depuis la loi About, et par la suite ça a été généralisé en 2003, vous le savez, avec la loi donc dite de sécurité financière. Mais se pose également la problématique évidemment de la durée dans le temps de l'assurance de responsabilité médicale. Là encore, c'est dépendant de la problématique précédente, car il existe des sinistres sériels qui enjambent ou pas les garanties d'assurance. Mais je vais ici tout traiter en même temps, sinistre individuel et sinistre sériel, pour vous dire d'abord que le principe, ou en tout cas si on accepte d'ériger ce principe, est que la durée de la garantie d'assurance ne doit pas être inférieure à celle de la responsabilité encourue par l'assuré. Si on en reste là, eh bien, et si on en restait là, les choses seraient très simples pour le tiers victime, quelle que soit la durée de la prescription applicable, quel que soit surtout son point de départ, qui peut être glissant au gré des causes de suspension ou de la date de consolidation, etc. Vous le savez, on en a parlé ce matin aussi.
Eh bien, la couverture d'assurance pourra être mobilisable dès lors que le fait générateur de cette responsabilité s'inscrit dans la durée de la garantie en amont, reprise du passé inconnu, et surtout, bien sûr, en aval. Alors, cette simplicité qui voudrait dire que finalement, eh bien, un assureur couvrira toujours des actions en responsabilité, quel que soit le moment d'intervention donc des demandes d'indemnisation, cette simplicité n'est évidemment pas partagée par les assureurs pour toutes les raisons que l'on a évoquées ce matin, économiques, comptables, actuarielles, etc. Même si, s'agissant des raisons économiques, comptables et autres, je me suis toujours demandé quand même si le fait de dire qu'on ne peut pas provisionner, qu'on ne peut pas calculer, etc., était compatible ou pas avec le fait qu'on peut quand même tarifer des garanties subséquentes. Mais elles sont prises en charge par une prime spécifique. Il y a bien quand même à un moment un outil de tarification qui peut ici être mobilisable. Et là, ça serait intéressant d'avoir une petite discussion sur ce point de clarification avec nos assureurs. Quoi qu'il en soit, eh bien, les assurances de responsabilité, vous le savez, sont gouvernées par le principe indemnitaire, mais celui-ci ne doit pas être confondu, surtout pas avec la réparation intégrale que peut revendiquer le tiers victime, comme l'attestent, on l'a vu tout de suite, les plafonds de garantie utilisés donc par les compagnies d'assurance. Alors, dès lors qu'on associe le sinistre non seulement aux faits dommageables, mais également aux réclamations consécutives, mais que l'on observe que tout sinistre n'est pas nécessairement indemnisable et que les textes précités, ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent, décrivent finalement le sinistre, mais sans le définir au sens strict, eh bien, on a tout un champ de possibilités pour savoir ce qu'est un sinistre dans sa durée, dans des risques de nature composite. Alors, face à cela, face à ce panel des possibles, eh bien, les assureurs, historiquement, avaient donc stipulé des clauses claims made, en bon français, base réclamation, qui d'ailleurs parfois étaient improprement rattachées à la notion de validité du contrat. Ce n'est pas un problème de validité du contrat, c'est un problème d'efficacité, de durée du contrat. Et ces clauses, donc réclamation de la victime, eh bien, on l'a également vu, subordonnent l'effectivité de la garantie à ce que le fait générateur et la réclamation soient intervenus avant la terminaison, avant la fin du contrat. À cela s'ajoutent également parfois les clauses de reprise du passé inconnu qui ajoutent une extension de garantie qui d'ailleurs sont moins litigieuses en tant que telles, sauf évidemment la superposition des garanties dans le temps, mais ça on en parlera par la suite. Alors si on en revient à ce qui a cristallisé le contentieux, eh bien, ce sont ces clauses base réclamation dont il a fallu apprécier assez vite la légalité, étant précisé que historiquement ça revenait finalement à se demander si l'article L124-1 du Code des assurances, son triptyque, était ou pas impératif. On l'a vu, traditionnellement, ce texte était jugé comme étant un texte facultatif. Et on comprend dès lors que la Cour de cassation, dans un premier temps en tout cas, est considérée que, vu le caractère facultatif de ce triptyque, on puisse l'écarter contractuellement, conventionnellement, afin de proposer donc, des clauses claims made qui, en réalité, non seulement étaient valables, mais étaient déclarées opposables aux victimes, ce qui donc correspondait au premier état de la jurisprudence, et ce qui n'empêchait pas évidemment les assureurs, j'y reviens, de négocier des clauses de garantie subséquentes, parfois sous pression au moment de l'expiration du contrat d'assurance ainsi libellé. Et puis, on en a parlé aussi, dans cette balance des intérêts entre les assureurs et les assurés, et des victimes, ne les oublions pas quand même, le fléau a finalement penché vers les assurés, puisque la Cour de cassation, le 19 décembre 1990, a changé totalement de paradigme, et faute probablement de ne pouvoir utiliser que l'article L124-1, dont on se demande toujours s'il est impératif ou supplétif, et plutôt supplétif, eh bien la Cour de cassation a convoqué l'artillerie lourde, c'est-à-dire le droit commun des contrats, et ce fameux article 1131 ancien, qui définissait la cause. Je ne vais pas plus loin parce que là, pour le coup, j'aurai une demi-heure de plus à ajouter à mon passif. Mais en tout cas, c'est sur le fondement de ce texte du droit commun, 1131, et sans doute parce que les ressources du Code des assurances étaient quand même assez limitées, que la Cour de cassation a énoncé que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration
a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période, que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit, on y arrive, à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. Cette stipulation doit être en conséquence réputée non écrite. Très long. On va revenir sur ce point. Très long, mais il y a eu des prolongements. Prolongements puisque la suite d'ailleurs est bien connue. La solution a été étendue aux clauses de garantie subséquente qui de fait deviennent inutiles puisqu'elles sont fournies gratuitement, si je puis dire, grâce à cette jurisprudence qui prolonge la garantie dans le temps tant que la responsabilité n'est pas prescrite. Et puis également, confrontation en droit médical aux assurances réglementées et à leurs garanties subséquentes qui étaient organisées donc sous forme d'arrêté, avec une intervention du Conseil d'État pour l'assurance des CTS qui les déclara illégales sur la foi d'un raisonnement importé du juge judiciaire. L'article 1131 a été convoqué de nouveau, mais cela a conduit la Cour de cassation, qui d'ailleurs au départ s'était retranchée derrière l'existence des textes, finalement, à tirer les conséquences de cette illégalité, alors que jusqu'à présent, elle dérogeait à sa propre jurisprudence. Et puis enfin, le pouvoir réglementaire, vous le savez, a mis fin au débat en abrogeant les clauses types litigieuses, qu'elles soient dans le domaine médical, les recherches biomédicales par exemple, ou en dehors du secteur de la responsabilité des acteurs de la santé. Alors, cette argumentation de la Cour de cassation fondée sur la cause, on ne peut pas s'empêcher quand même 30 ans après, d'y revenir, sans ça on ne serait pas universitaire. Ça ne colle pas, bien évidemment. Enfin, par exemple, il y a de nombreuses critiques, mais imputer l'illicéité de la cause à l'absence de contrepartie, c'est en réalité mélanger les deux fonctions de la cause objective qui a pour but d'équilibrer le contrat, d'équilibrer avec la contrepartie, et la cause subjective qui a en réalité pour but d'en contrôler la licéité. Bon. Si d'ailleurs on voulait se projeter en 2022 avec l'ordonnance de 2016, ça sera encore pire parce que maintenant on a deux textes. Vous avez un texte qui est l'article 1162 qui impose le contrôle de licéité du but poursuivi par les parties, et l'article 1169 qui dénonce et qui permet donc de sanctionner pour absence de contrepartie le caractère illusoire ou dérisoire de celle-ci. On a donc deux textes qui ont dissocié ce que la Cour de cassation, déjà à tort à l'époque, avait, en l'absence de texte aussi précis, confondu à notre sens. Mais en réalité, tout cela est un argument parmi d'autres. Et ce qu'un raisonnement juridictionnel, j'en ai presque fini, cher Président, peine à fonder, le législateur peut évidemment se charger de l'imposer. Et le défi qui était posé au pouvoir public en 2002 pour le secteur médical, dont nous a parlé sous d'autres aspects monsieur le député honoraire tout à l'heure, ce défi était en réalité triple. Premier défi, est-ce qu'il fallait ou pas rompre avec la solution manichéenne de la Cour de cassation et éradiquer les clauses basse réclamation, mais aussi, tout est lié, les clauses de garantie subséquente. Deuxième défi, dans l'hypothèse inverse, si on articule donc la durée de la garantie avec la base réclamation, comment traiter? Pour le coup, il réapparaît ce besoin inévitable de garantie subséquente, légalement, avec une façon transactionnelle un peu, mais pas trop, ou alors, totalement laisser cela à la liberté contractuelle des parties. Tertio, troisième défi, comment gérer les éventuels chevauchements de couverture d'assurance successives du fait de la durée ci-dessus décrite. Résiliation, garantie subséquente, reprise d'activité avec un nouveau contrat souscrit avant l'achèvement de la subséquente. Ça donne quoi, ça, par exemple? Et puis, évidemment, quid de la reprise de la complexité supplémentaire que constituera inévitablement, de ce point de vue-là, une reprise du passé inconnu, si elle existe. Donc voilà, et puis en plus, évidemment, cerise sur le gâteau, la loi nouvelle secrète elle-même ses propres difficultés d'application dans le temps et à plus long terme, mais ça c'est le propos de Lydia Mordet, son évaluation quant à la satisfaction apportée aux assureurs, aux assurés, aux tiers victimes. Merci de votre attention. Merci Philippe. Alors je pense essentiellement aux étudiants qui, dans leurs cours, ont échappé, grâce à la réforme de 2016, à la cause.
c'est une bonne révision. Et vous avez vu surtout que le droit commun, en fait, qu'on utilisait, le droit commun de façon générale, le droit commun des assurances, on pourrait dire, était utile pour régler finalement des difficultés qu'on va retrouver, évidemment, traitées différemment, puisqu'on parle d'anniversaire, par la loi About. Et donc, c'est Luc Grimbaum qui va passer au présent. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisatrices de m'avoir convié et de vous retrouver avec plaisir. Alors oui, puisqu'on est dans le chapitre universitaire, à mon sens, ce n'est pas ce que tu as évoqué, 1162 et même peut-être 1102 sur la licéité du contrat et de l'obligation, mais ce serait 1104 aujourd'hui. La cause servait à cette cause-là, c'est-à-dire Saint Rita du droit, les causes perdues. C'est-à-dire quand on n'avait pas d'éléments pour trouver une solution, on se référait à la cause et à la fin on se servait de cela sur les clauses abusives. Et comme maintenant nous avons des dispositions sur les clauses abusives, la cause a disparu. D'ailleurs, je redis ici, c'est le MEDEF qui a eu la peau de la cause parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué. Bon, donc on n'est jamais mieux que trahi par les siens. Cela étant, aujourd'hui on a 1104. Voilà, le champ est rouvert. La bonne foi. Est-ce que ce serait de bonne foi que de faire jouer un tel contrat lorsque les primes ont été versées, que la garantie était due, que sur le fondement de cette promesse, est-ce que c'est à l'égard de l'assuré de bonne foi qu'on peut mettre ainsi en œuvre une telle garantie? Je pense qu'on trouverait les mécanismes aujourd'hui, mais en dernier recours. En dernier recours, comme intervenait la cause jusqu'alors. Alors oui, c'est de l'histoire du droit et puis c'est pas trop conflictuel parce que quand même on a beaucoup de recul. Alors péché supplémentaire, c'est du positivisme pur et dur, c'est-à-dire je prends le texte. Heureusement que Philippe a ouvert des discussions et des débats techniques parce que pour ma part, ce sera plutôt une lecture tout à fait exégétique, avec quelques points de précision sur les questions qui ont été soulevées. Ce matin, il a bien été dit que c'était un texte de compromis, et donc, comme tout compromis, il a fallu instaurer, nonobstant les arrêts de 90, des solutions. Je trouve le mérite de ce texte, c'est que techniquement, c'est pas mal. Pour des spécialistes d'assurance, c'est vrai qu'on a vraiment un mix de techniques qui est tout à fait intéressant, à telle enseigne, comme ça a été dit aussi, que cette loi About a servi de modèle pour 2003 et distingué pour les professionnels la possibilité en 2003, comme ça a dû être dit ce matin, d'instaurer dans d'autres secteurs d'activité la base réclamation, et pour les non-professionnels, l'interdiction de proposer de tels contrats d'assurance avec une base réclamation. Bon, mais là, on est dans le secteur de la santé. Alors, qui doit s'assurer? Ça a été dit. Alors, c'est l'ancienne technique des codes pilotes et codes suiveurs. Le code pilote, c'est toujours le code de la santé publique. On n'utilise plus cette technique actuellement. Et donc, à l'article L251-1 du code des assurances, il y a une reprise, on dirait de manière, dans le langage courant, un copier-coller de 1142-2. Et donc, on trouve qui doit s'assurer dans L1142-2 du Code de la santé publique, le professionnel de santé à titre libéral. Donc, ça a été dit, les professionnels du secteur public, pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant, n'ont pas à le faire directement. Bon, je ne reviendrai pas sur la question de l'immunité, enfin j'y reviendrai tout de suite pour les questions mais la question est vite réglée aussi, des salariés d'une clinique, par exemple, des médecins salariés d'une clinique. Alors là, dans la liste, on a les organismes et personnes morales exerçant des activités de prévention, diagnostic de soins, et puis on a aussi quand même le rappel que tous les producteurs de produits de santé doivent également s'assurer. Une sanction disciplinaire est possible et surtout une sanction pénale est prévue à L1145-25, 45 000 € d'amende avec la possibilité de prononcer aussi une interdiction temporaire d'exercice. Alors, la garantie, justement, elle couvre évidemment le souscripteur, par exemple la clinique, mais aussi le professionnel libéral qui a souscrit le contrat ou l'institution. Et elle couvre les salariés. Alors ça, c'est
c'est la suite de Costaudoat étendue aux médecins salariés. Je passe sur le débat de savoir si le médecin salarié, du fait de son autonomie, pouvait bénéficier de l'immunité des préposés instaurée en 2000 par la jurisprudence Costaudoat. Ça a été tranché en 2004. Oui, le médecin salarié bénéficie de l'immunité de responsabilité et donc la victime, s'il est bien resté dans le cadre de son activité, même condition que Costaudoat. Et donc, c'est bien à la clinique de s'assurer et de couvrir son médecin salarié. Et c'est bien reprécisé, ça a été un peu modifié dans le cours de L251-1 et L1142-2, alinéa 5. Donc, les salariés sont évidemment couverts. C'est ce qu'on trouve entre guillemets sur la couverture pour la responsabilité civile ou administrative susceptible, etc. Alors, les plafonds ont été évoqués tout à l'heure. Ils sont prévus par la loi et ensuite, mais le texte est maintenant ancien, je n'ai pas renoté le décret, il est le dernier de 2011, je crois, qu'on retrouve à R1142-4 du Code de la santé publique. Et donc, alors, il y a un premier plafond qui est 8 millions d'euros par sinistre et un second plafond, 15 millions d'euros par année d'assurance. Philippe a parfaitement expliqué la différence, ce qui permet de glisser vers la question elle-même du sinistre. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été savamment précisé. J'ai simplement sur le sinistre sériel, c'est-à-dire, peut-être que je vais trop vite, je ne sais pas, ça me paraît tellement familier comme texte que j'ai tendance à aller un peu vite. Alors voilà, le texte nous dit quoi sur le sinistre? Il le définit à L251-2, tout dommage, bon, ça c'est simple, ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré. Et c'est là où on arrive sur notre question de savoir si c'est le fait dommageable isolé, ce qui est assez simple, ou l'ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, c'est la fameuse cause technique. J'ai eu des lectures moins savantes sur la cause technique, j'ai juste trouvé que il y avait une petite divergence doctrinale à l'époque entre notre collègue Luc Maillot et Jérôme Kuhlmann. Enfin, la différence entre la causalité technique et la causalité juridique. Alors, la causalité juridique, autant dire que là, elle est vague, c'est-à-dire causalité adéquate ou équivalence des conditions, enfin les techniques juridiques habituelles, ou si on utilise littéralement cause technique, ce serait un peu plus restreint que la causalité juridique classique. Bon, et j'ai trouvé, alors en arrêt, attention, comme c'est troisième civil, ça n'a rien à voir avec la santé, mais ce sont effectivement un enchaînement de causes techniques dans des affaires de construction, où finalement cet enchaînement de causes techniques était traité code de la causalité juridique. Alors je ne sais pas si vraiment il y aurait... Alors c'était intéressant la discussion que tu as lancée tout à l'heure sur l'obligation d'information d'un côté opposée au défaut d'un produit de santé. Oui, c'est vrai que l'obligation d'information, après tout, est-ce que c'est vraiment technique ? Même si c'est le document type, parce qu'après tout, le praticien, s'il arrive à préconstituer la preuve qu'il a apporté une information supplémentaire, même si on a un document préformaté. Voilà, alors qu'un dispositif médical, il n'est pas adapté pour chaque patient, alors que l'obligation d'information, comme tu l'as dit, on pourrait démontrer, en arrivant à préconstituer la preuve, que pour tel patient, il y a une information ou pas ou supplémentaire. Ce qui, en pratique, est peu vraisemblable, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose, effectivement, qu'une obligation d'information et un dispositif médical. Alors, effectivement, le dispositif mis en place pour garantir s'appuie sur 3 éléments successifs qui ont été évoqués ce matin et à l'instant. Pour sécuriser les assureurs, c'est bien la base réclamation pour limiter dans le temps, en quelque sorte, le risque pour l'assureur et mieux le calculer. C'est bien la base réclamation qui a été retenue, c'est-à-dire qu'à un instant, il y a un moment donné où l'acte a eu lieu, ou le défaut d'information, ou l'utilisation d'un produit de santé. Ça, c'est le fait dommageable stricto sensu. Et puis ensuite, il y a le deuxième temps où la victime se manifeste, et c'est la réclamation de la victime. Bon, donc c'est bien la clé finalement du dispositif, c'est bien à quel moment la victime réclame amiablement, judiciairement, son indemnisation. Et si on a cet élément central qui est la base réclamation, on a finalement en amont et en aval une sorte de sécurisation tout de même du système des sécurisations qui ont été évoquées, la reprise du passé inconnu qui permet tout de même
même si le contrat commence au 1er janvier 2023, après tout ce qui s'est passé, alors dans l'année antérieure, pourquoi pas? Alors, il faudrait imaginer que dans l'année antérieure, ce soit un jeune praticien qui n'ait pas commencé à exercer, donc il ne devrait pas rien arriver, ou qu'il n'y ait pas d'autre assurance, donc ce qui est un peu, bon, c'est un peu nébuleux. Mais enfin, la reprise du passé inconnu permet tout de même de couvrir des éléments non connus à la date de la souscription du contrat par la clinique ou le praticien. Et puis, donc, on a la durée du contrat qui commence, par exemple, le 1er janvier 2023. Alors, soit il est à tacite reconduction, soit il est sur une durée de plus d'1 an, enfin, peu importe la méthode. Et puis ensuite, on a pour couvrir la suite, et c'est utile du fait de la question de la base réclamation, la garantie subséquente. Et on va voir que, tout de suite, alors, je vais tout de suite à la garantie subséquente et je reviendrai au passé inconnu. Et la garantie subséquente qui a été fixée légalement pour avoir un minimum de 5 ans. Bon, alors effectivement, hein, si on faisait un schéma, ce qu'on fait plutôt en cours, c'est-à-dire qu'une espèce de flèche dans le temps, normalement, vous avez des successions de contrats d'assurance avec changement d'assureur éventuel, et entre la reprise du passé inconnu, la durée de validité du contrat, plus la garantie subséquente de 5 ans, a priori, on s'y retrouve. Alors, après, la question qui va suivre, c'est quand on a une succession et qu'on a un fait générateur, c'est-à-dire l'acte médical pendant le contrat A, et qu'ensuite la réclamation de la victime a lieu pendant le contrat B avec un autre assureur ou une autre garantie, que se passe-t-il? Alors, je vais y venir. La réponse, on la connaît d'avance, c'est la base réclamation qui est essentielle. Mais tout de même, un petit mot sur la reprise du passé inconnu. C'est pas que le texte dise ou consacre véritablement oui, dans le contrat, il doit y avoir reprise du passé inconnu. C'est implicitement que cette pratique assurantielle est consacrée, puisque par une exclusion, mais une exclusion qui est évidente en technique d'assurance, pour le défaut d'aléa, le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Donc, effectivement, ça signifie implicitement que le contrat peut bien reprendre le passé inconnu, mais qu'évidemment, règle de base d'assurance, il n'y a pas d'aléa si le sinistre est déjà connu, ou les potentialités. Là, j'ai trouvé un arrêt assez récent ou assez simple, où, au regard des faits de l'espèce, le souscripteur médecin ne pouvait pas ignorer qu'au moment où il a souscrit ce contrat d'assurance, les faits, que la victime s'était déjà manifestée, donc il ne pouvait pas prétendre que dans le cadre de la reprise du passé inconnu, cette victime-là allait pouvoir être garantie par ce contrat. J'ai indiqué au passage que j'ai trouvé, mais ça a dû être évoqué ce matin, je crois, tout de même assez rapidement après la loi, la FFSA, puis ensuite... Feu FFSA devenu FFA, Feu GEMA, avait adhéré à une espèce de convention qui expliquait comment prouver le passé connu, inconnu, et quels sont les éléments à fournir. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas les assureurs qui sont dans la salle, si cette convention a une utilité particulière, si elle est vraiment beaucoup mise en œuvre, peut-être. Alors, si ça ne veut plus défiler... l'essentiel, c'est vrai que alors, il y a deux garanties subséquentes. Il y a la question de la garantie subséquente, je dirais, standard de 5 ans. Hein. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat à partir de la date d'expiration de l'essai, etc. Donc, la réclamation, elle a lieu soit pendant la durée du contrat, prenons un contrat d'1 an à tacite reconduction qui se reconduit 3 ans. Donc, très bien, la réclamation. Et puis, il s'arrête au bout de 3 ans en 2026. La réclamation intervient en 2027. Alors, je dirais par sécurité, on va voir ce qu'il en est. Par sécurité, tout de même, pendant 5 ans, l'assureur A, qui a garanti de 2023 à 2026, serait tenu de couvrir cette réclamation, quand bien même la réclamation n'a pas eu lieu pendant le délai de validité du contrat ou les 3 années. Alors, cette garantie subséquente est étendue à 10 ans en cas lorsque le professionnel de santé se retire ou bien lorsqu'il décède.
2004, oui, on est avant la réforme de la prescription. 2008, oui, ça correspondait à nos prescriptions de 10 ans sur la responsabilité. Voilà, et là, ça serait la même chose, puisque en corporel, on est sur 10 ans, donc ça colle avec les régimes de responsabilité. Ça collait, et ça colle toujours avec les régimes de responsabilité pour dommages corporels. Pardon, je vais être plus clair, pour les questions de prescription de l'action en matière de dommages corporels. Alors, comme je viens de l'indiquer, les garanties peuvent se succéder dans le temps. Donc, il a fallu, donc l'assureur A couvre de 2023 à 2026, puis l'assureur B prend la suite à partir du 1er janvier 2026. Et finalement, le fait générateur a eu lieu en 2024 et la victime, pour des raisons X, Y, Z, ne serait-ce que pour le temps la révélation ou la causalité qui s'est induite de l'événement médical ou du traitement ou du dispositif, peu importe, elle ne se réveille qu'en 2026. Donc, normalement, A aurait dû couvrir, entre guillemets, puisque le fait générateur était en 2024, et puis et on se demande en 2026, est-ce que c'est l'assureur A qui garantissait l'activité du médecin pendant le moment ou la période où le fait générateur s'est produit, c'est-à-dire le traitement lui-même ou l'intervention, et sa garantie subséquente de 5 ans, ou bien est-ce que c'est l'assureur B qui prend le relais en 2026 et la victime se manifeste en 2026, puisqu'on est sur la base réclamation. Alors, l'objectif de ce texte, finalement, on peut garder ça à l'esprit, la clé, c'est la réclamation. Voilà. L'idée, c'est que c'est l'assureur qui est en charge. Alors, par le mécanisme de la reprise du passé inconnu. C'est la conjonction reprise du passé inconnu plus base réclamation qui fait que l'assureur B, qui se retrouve en 2026 à avoir repris le contrat, va garantir dès lors que... toujours la nuance près, dès lors que le médecin, la clinique, etc., ne connaissait pas la difficulté, c'est donc l'assureur B qui va garantir dans ce cas-là, puisqu'il est couvert, ce sinistre, en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Donc c'est B, même si le fait générateur a eu lieu pendant la vie du contrat A. Alors qu'est-ce que je dois... Oui, ça c'était précisé assez vite. Dès 2008, les choses ont bien été reclarifiées, mais c'était bien le sens du texte que ce qui compte, c'est à quel moment a lieu la réclamation. Et finalement, je le répète encore une fois, la garantie subséquente n'est qu'une sécurité à titre subsidiaire. Voilà, c'est vraiment pour être sûr que normalement, il n'y a pas de trou de garantie. Alors ça a été évoqué, là c'est de l'histoire du droit malgré tout, c'est la question des dispositions transitoires d'ailleurs qui ne figurent pas ni dans le Code de la santé publique ni dans le Code des assurances, mais dans la loi elle-même, la loi du 30 décembre 2002, article 5, qui comporte 2 alinéas. L'alinéa premier fait de l'application de la loi dans le temps très classique, c'est-à-dire que la loi va s'appliquer soit aux contrats qui seront conclus postérieurement, soit lorsqu'un contrat d'assurance a été conclu antérieurement à la loi du 30 décembre 2002 et de son entrée en vigueur, je crois que c'était 3 mois, mais se renouvelle, et bien dès le renouvellement du contrat en question, donc qui avait été conclu avant le 30 décembre 2002, dès son renouvellement, c'est la loi nouvelle qui s'applique, et donc tout ce dispositif se met en place pour les contrats d'assurance qui vont se renouveler après cette date. Et puis l'alinéa 2 de cet article 5 que j'ai mis en tête et en italique, alors explique de manière un petit peu sophistiquée ce qui doit se passer si on a une sorte de conflit entre un contrat conclu avant la loi du 30 décembre 2002. Enfin, c'est du droit d'universitaire à ce stade, ce n'est plus du tout, c'est une discussion qui peut avoir lieu, et donc un contrat conclu postérieurement. Alors ce qui est intéressant techniquement, et intéressant d'ailleurs, la Cour de cassation a une politique jurisprudentielle, parce qu'on parlait tout à l'heure de la réforme des contrats de 2016, c'est que la Cour de cassation, sauf quand elle est en total désaccord avec le texte, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué peut-être ce matin, sa jurisprudence de 90, elle l'a maintenue tant qu'elle a pu,
pour les contrats qui n'étaient pas soumis à la loi Abou, enfin les bases réclamations, etc. Donc ça montrait bien son désaccord. Mais ici, on voit l'inverse dans sa jurisprudence de 2008, c'est-à-dire que quand elle n'est pas en total désaccord avec le texte adopté, au contraire, elle unifie la jurisprudence. C'est-à-dire d'ici en 2008, dans des contrats successifs avec des contrats qui étaient conclus antérieurement à la loi de 2002, où l'hésitation était permise d'appliquer le droit antérieur ou bien la solution nouvelle, elle a fait prévaloir, donc on aurait pu dire est-ce que c'est le contrat antérieur avec sa garantie subséquente qui joue, ou bien est-ce qu'on applique tout de suite, selon l'alinéa 2 de cet article 5 qui donnait cette idée, la question de la base réclamation, et elle a fait prévaloir pour unifier la base réclamation. Elle nous dit, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en œuvre la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, etc. Donc elle unifie finalement, en quelque sorte, elle applique la loi Abou à tout le système, l'esprit de la loi Abou à tout le système, ce qui est une des vertus unificatrices de ce type de jurisprudence. Donc en conclusion, la base réclamation est l'alpha et l'oméga de ce régime, en vous remerciant pour votre attention. En réalité, ça montre aussi l'articulation, alors là, je dirais, entre le droit commun des assurances et le droit spécial des assurances. On pourrait dire qu'on est dans un droit spécial pour cette responsabilité médicale, mais là, paradoxalement, il a inspiré le droit commun. C'est la loi du 1er août 2003 que tu évoquais. Donc c'est un mécanisme, en tout cas pour les professionnels, qui est rodé. Et on va vous virer, en fait. Gentiment, mais on va le faire quand même, puisque on a une question de place. Si j'ai bien compris, l'œil, pas noir, mais insistant, de ma directrice de laboratoire, Lydia Morlet-Alidara. Je suis président, quand même. Et Monsieur Bertrand de Rochambeau va revenir avec nous aussi après son intervention de ce matin, parce qu'effectivement, sur le trou de garantie et la garantie subséquente, l'hypothèse d'école qui est envisagée, enfin pas d'école du tout, l'hypothèse pratique qui est envisagée ce matin, c'était plutôt les gynécologues, effectivement. Mais on va enfin encore parler d'argent, puisqu'on va parler du fonds, qu'on a évoqué aussi ce matin d'une certaine façon. Alors je ne sais pas comment vous partagez la parole, c'est vous qui commencez. Et donc, en complément, installez-vous, je vous en prie. J'avise tout de suite les prochains intervenants de la table ronde que j'évacuerai moi-même la place pour laisser... J'irai me mettre au pupitre déjà, pour laisser la place à chacun. Bien, on vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va continuer sur les questions de couverture assurantielle, mais ici, on va voir ce qui s'est passé après la loi Abou, puisque comme on l'a évoqué, la loi Abou n'a pas fait disparaître tous les trous de garantie, puisqu'on est confronté, les acteurs sont confrontés à une double problématique d'épuisement et d'expiration de la garantie. L'épuisement, c'est quand le plafond est atteint. L'expiration, c'est quand on arrive à la fin de l'efficacité du contrat. Et c'est vrai que l'assurance n'a pas vocation à offrir une couverture illimitée du risque. Elle est forcément limitée dans le temps. Et donc, face aux trous persistants de garantie, l'idée est apparue de créer une nouvelle forme de mutualisation en créant le FADPS, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Je vais rapidement vous présenter ce fonds et ensuite évoquer certaines limites ou difficultés de mise en œuvre, et le propos sera poursuivi par Monsieur de Rochambeau. Donc tout d'abord, première partie sur la présentation de ce fameux ADPS. Il a été créé par l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012. Il a conduit à la création de l'article L426-1 du Code des assurances et il est détaillé dans un décret du 23 avril 2012 et un arrêté du même jour. L'adoption de ce dispositif n'a pas été spécialement compliquée puisque l'Assemblée nationale et le Sénat se sont assez rapidement mis d'accord sur l'intérêt de ce dispositif. Juste pour la petite histoire, c'est une proposition qui existait déjà dans la proposition de loi Fourcade qui visait à réformer la loi HPST, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel considérant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Voilà, c'était pour la petite histoire.
Ce dispositif va s'appliquer à toutes les réclamations déposées à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu'à tous les contrats d'assurance RC médicale qui sont conclus, renouvelés ou modifiés à partir de cette même date. Ce dispositif, il a clairement un double objet, être un relais en cas d'épuisement ou d'expiration de la garantie. Et on va détailler chaque point. Donc tout d'abord, le relais a un épuisement de la garantie. En effet, lorsque le plafond est atteint, eh bien, le FADPS va permettre la prise en charge des victimes pour la part d'indemnisation qui excède ce plafond d'assurance du professionnel de santé. S'agissant des plafonds des professionnels de santé libéraux, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un décret de décembre 2011, effectivement, je vous confirme Luc, qui a fixé à 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année. Mais on est d'accord pour les professionnels libéraux, on va reparler dans 2 secondes. Pour bien comprendre l'avancée qu'a constitué le FADPS, revenons un petit peu sur la situation antérieure. Et déjà, l'article L 1142-15 du CSP permettait déjà à l'ONIAM de se substituer en cas de carence de l'assureur. Mais on va le voir, ça se faisait dans des modalités très rigoureuses. Tout d'abord, l'ONIAM pouvait exercer un recours en remboursement contre le professionnel de santé et sur son patrimoine personnel, puisque par définition, eh bien, il n'était plus couvert par l'assurance qui avait été épuisée. Oui, pardon. Et puis, deuxième difficulté, et ça c'est encore vrai, la substitution de l'ONIAM ne peut intervenir que dans le cadre amiable, donc en cas de saisine de la CCI, et non pas en cas de recours juridictionnel. Alors, il y avait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui avait essayé d'améliorer les choses en permettant une substitution de l'ONIAM également dans le cadre des procédures juridictionnelles, mais seulement pour les victimes d'actes liés à la naissance. Donc, c'était assez restrictif. Et puis, les modalités de substitution étaient guère plus favorables, puisque la victime devait d'abord agir contre le professionnel de santé, et si elle n'obtenait pas satisfaction, seulement l'ONIAM pouvait se substituer. Et donc, le patrimoine du professionnel était mis en péril tant par l'action de la victime que par le recours de l'ONIAM en remboursement. Ce dispositif a pu être abrogé grâce au FADPS. Et donc, désormais, le FADPS offre une protection à la fois aux victimes, mais peut-être surtout aux professionnels de santé, et un relais qui est général, puisque ça concerne tous les actes de prévention, de diagnostic et de soins, et non plus seulement les dommages liés à la naissance. Et puis, l'autre intérêt, c'est que l'intervention, le relais du FADPS pourra se faire en cas de règlement amiable, mais aussi juridictionnel. Et puis surtout, l'ONIAM n'a plus le droit d'exercer son recours contre le professionnel de santé. Voilà où est la protection du professionnel. Donc ça, c'était pour l'épuisement de la garantie, et voilà la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'expiration de la garantie? C'est ce qu'on évoquait avec la loi dans le temps, la fin de la garantie subséquente, que vient de nous présenter Luc Rimbaud et Philippe Pierre. En cas d'expiration de la garantie, le FADPS va prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation de la victime. Et on le sait, ces situations ne sont pas rares, puisque certes, il y a un délai de prescription de 10 ans qui colle à peu près avec la garantie qui est évoquée de 10 ans en cas de cessation ou d'arrêt je cherche l'autre fois. L'arrêt d'activité, voilà, merci. Mais il ne faut pas oublier que le point de départ du délai de prescription, c'est la consolidation de la victime. Donc on peut imaginer très bien un paraplégique qui est consolidé peut-être qu'à 20 ans, parce que souvent on évoque 18 ans, mais non, la consolidation elle peut être plus tard, et en fait il aura encore jusqu'à ses 30 ans pour agir contre le médecin, alors que lui ne sera plus couvert par l'assurance. Donc on comprend ici que le FADPS a permis de à la fois protéger les victimes, mais encore une fois de préserver le patrimoine du professionnel, puisque le FADPS, lui, n'a pas de recours contre le professionnel de santé.
La seule chose qui est laissée à la charge du professionnel de santé, c'est la franchise qui était intégrée dans son contrat. Rapidement, je mentionnerai aussi que, toujours sur les questions d'expiration de la garantie, la réforme du FADPS a permis aussi de mettre fin à un flottement juridique sur la possibilité de substitution de l'ONIAM en cas d'expiration de la garantie. Et ça renvoie à l'amendement que vous évoquiez, Madame, ce matin, avec une difficulté de formulation de ce texte qui laissait peser un petit peu un doute. Donc là, les choses sont clairement prévues. L'ONIAM peut se substituer en cas d'exclusion ou d'expiration ou d'épuisement de la garantie. Une fois qu'on a évoqué les modalités d'intervention du FADPS, rappelons quelques précisions selon les modalités de règlement du litige. Je vous rappelle que la victime peut obtenir une indemnisation par 3 voies. La voie amiable dite directe, en concluant une transaction directement avec l'assureur du responsable. Une voie amiable que je qualifierais d'institutionnalisée, mes étudiants connaissent ça par cœur, c'est-à-dire par le biais de la saisine de la CCI, et puis évidemment la voie amiable juridictionnelle. Donc un mot à chaque fois sur ces voies-là par rapport au FADPS. Tout d'abord sur le règlement amiable direct. En cas d'épuisement de la garantie, l'article L426-1 grand 4 impose que le FADPS soit partie à la transaction établie entre la victime et l'assureur, faute de quoi la transaction ne lui sera pas opposable et le FADPS refusera de prendre en charge cet excédent au-delà du plafond prévu. En ce qui concerne le règlement amiable, réalisé donc dans le cadre de la procédure de la CCI, je précise tout d'abord que c'est exclusivement dans ce cadre que l'ONIAM se substitue. Il ne faut pas l'envisager dans les autres situations. Et après substitution, donc l'ONIAM va payer, mais pourra obtenir remboursement auprès du FADPS, puisqu'il ne peut plus le faire auprès du professionnel de santé. C'est le FADPS qui va intervenir. Et voilà comment s'articule en fait cette substitution de l'ONIAM et ensuite l'intervention du FADPS. Et puis, afin de garantir l'effectivité d'un tel recours de l'ONIAM, là aussi, il est prévu que la transaction entre l'ONIAM et la victime est opposable au FADPS. Le FADPS a seulement la possibilité de contester en justice le principe de la responsabilité et le montant des indemnisations. Mais afin de protéger la victime, si jamais le recours aboutit, le législateur a prévu que les montants alloués à la victime lui restaient acquis. Et dernière précision, dans l'hypothèse d'un épuisement de la garantie, un article du Code de la santé publique impose à l'assureur de prévenir le FADPS. S'agissant enfin de la procédure contentieuse, qu'il y ait épuisement ou expiration de la garantie, la prise en charge par le FADPS est toujours directe, puisqu'il est prévu que le juge puisse appeler en la cause le FADPS s'il n'avait pas été initialement mis en cause, et donc le FADPS deviendra défendeur à la procédure. On comprend dès lors que ce nouveau fonds constitue une appréciable réponse indemnitaire aussi bien aux victimes qu'aux médecins, qu'aux professionnels de santé, on l'a vu. Mais attention, cette protection n'est pas absolue. Et donc, deuxième partie sur les limites et les difficultés de mise en œuvre du dispositif. Première limite qui résulte du fait que le FADPS, comme son nom ne l'indique pas, c'est trompeur, il ne profite qu'aux professionnels de santé qui exercent à titre libéral. Première précision, et là c'est un raisonnement par analogie que j'ai fait, je pense que même s'il exerce à titre libéral, mais de manière partielle, il bénéficie de ce dispositif, comme il est tenu à l'obligation d'assurance obligatoire, même quand il a un exercice libéral partiel. Donc je pense que ça sera la même logique. Donc là, ce n'est pas clairement dit, mais voilà la conclusion. Par contre, ce qui est certain, c'est que sont concernés les soignants libéraux des professions médicales et paramédicales. On n'a pas fait la distinction. Et ce qui est certain également, c'est que ce FADPS ne profite pas donc aux établissements de santé ni aux professionnels de santé salariés.
Et là, la situation peut peut-être un petit peu inquiéter parce que, s'agissant de ces autres acteurs, eh bien, les plafonds de garantie sont libres, contrairement à ceux des professionnels libéraux. Et donc, on peut peut-être craindre que ces acteurs se laissent séduire par des garanties d'assurance pas chères, avec des plafonds bas, qui seraient assez rapidement épuisés. Dans ce cas-là, pas trop de soucis pour la victime, parce qu'il y a substitution de l'ONIAM, comme j'évoquais. Mais par contre, l'ONIAM, lui, ne pourra pas se retourner contre la FADPS, puisqu'il sera plus compétent. Et donc, là, on retrouve une action contre l'acteur initial qui s'est assuré. Alors, pour les établissements de santé, on peut dire que c'est peut-être pas trop grave puisqu'il y a un patrimoine conséquent. Pour les professionnels salariés, salariés, normalement, ils sont couverts, donc ça ne devrait pas trop poser de problème, ils sont couverts par l'établissement, mais néanmoins, ils restent potentiellement personnellement responsables, et donc il y a quand même là aussi un risque de mise en péril du patrimoine de la personne assurée. Une autre limite résulte du fait que le FADPS n'est compétent qu'à l'égard des actes consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Et donc, par définition, il ne sera pas concerné par les actes non thérapeutiques tels qu'une chirurgie esthétique de confort ou encore un acte de circoncision rituelle, qui devrait donc être exclu du champ du FADPS. Je pense qu'on devrait aussi pouvoir exclure, même si ça m'énerve, mes étudiants comprendront pourquoi, tous les dommages résultant d'un accouchement par voie basse sans manœuvre obstétricale, puisque la jurisprudence considère que ces accouchements sont des actes naturels et non pas des actes de soins. Donc on attend ici quelques précisions. Une autre difficulté est relative au financement du FADPS. Ce fonds est alimenté par une cotisation. Je veux bien notre micro. Merci. Donc, ce fonds est financé, alimenté par une cotisation annuelle de tous les professionnels de santé libéraux, d'un montant qui varie de 15 à 25 €. Et donc, on a ici une large opération de mutualisation du risque qui est complètement contraire à la segmentation du risque par activité que nous expliquait Madame Papex ce matin. Et donc, on a créé, au contraire, ici, une sorte de pot commun. La difficulté étant que les professionnels qui ne sont pas normalement concernés, qui ne vont pas avoir besoin de recourir à ce fonds, eh bien, rechignent, ne comprennent pas pourquoi ils ont à financer un fonds qu'ils n'utiliseront probablement pas. Donc, petite difficulté ici. Par contre, il a toujours été évident que le fonds ne pouvait pas du tout être financé par la solidarité nationale, puisque à l'origine, on a un fait fautif. Donc, ça ne peut pas relever de l'ONIAM. Pour information, cette contribution est perçue par les organismes d'assurance qui reverseront au FADPS, qui est géré par la Caisse centrale de réassurance. Et ici, on peut noter une petite réticence de la Caisse à gérer ce fonds, puisqu'elle avait même essayé d'établir une convention en 2017 pour confier la gestion à l'ONIAM, mais vous nous expliquerez peut-être comment ça ne s'est pas passé. Autre défaut de ce fonds, peut-être plus indirect, c'est le fait que le dispositif n'a jamais fait l'objet d'une évaluation, alors que pourtant, le principe d'une telle évaluation avait été voté. Il devait y avoir un rapport d'étape en 2014, puis en 2016. Et finalement, il faudra attendre le rapport d'information de juin 2021, qui a été évoqué ce matin, de la Commission des affaires sociales du Sénat, rédigé par Catherine Procaccia, pour avoir un début de retour d'expérience. Alors vous disiez que, je ne sais plus qui disait que c'était plutôt une appréciation positive. Elle a quand même fait part de la négligence, je cite, de la négligence des tutelles sur ce dispositif. On peut en parallèle aussi regretter le fait que le bilan de l'Observatoire des risques médicaux a rendu son dernier rapport en 2015. Depuis, nous n'avons rien. Et pourtant, des données d'assurance sont bien collectées par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution que connaît bien M. David Nogueiro, qui établit d'ailleurs un rapport annuel qui est remis au ministre, mais qui n'est pas rendu public.
Et ce manque d'information sur le risque médical, je dirais même ce défaut de transparence, nuit indiscutablement à la visibilité et à l'assurabilité du risque. Alors la sénatrice, justement, dans son rapport en 2021, a indiqué, a suggéré, a réclamé un suivi, je cite, attentif du dossier, et elle a préconisé la mise en place d'un groupe de travail entre l'ONIAM et la Caisse centrale de réassurance. À ma connaissance, Monsieur Leloup, je ne crois pas que ça a été fait. Non, d'accord, ça n'a pas été fait. Voilà, une autre difficulté. Autre problème, le fait que, et c'est assez fou, le FADPS n'aurait encore rien versé aux victimes, malgré sa création 2011. Fin 2020, il y avait une seule affaire où 40 000 € devaient être versés, mais il y a eu un appel interjeté par la Caisse centrale de réassurance, donc les choses sont bloquées, et le reste des sinistres sont bloqués du fait de procédures judiciaires ou de demandes d'expertise. Donc c'est un peu surprenant. Dans le rapport, la sénatrice, je vous donne quelques informations, indiquait que fin 2020, soit après 9 ans d'activité du fonds, le fonds aurait été sollicité dans 75 dossiers, 61 seraient en cours, 14 seraient clos du fait d'une décision de justice d'une mise à l'écart du fonds. Autre information qu'on apprend dans le rapport, c'est que la trésorerie du fonds, alors toujours en 2020, puisqu'on n'a rien depuis, s'élevait à près de 70 millions d'euros pour un montant de provision de 36 millions d'euros et qu'il y aurait 11 sinistres qui dépasseraient les 8 millions d'euros du plafond réglementaire pour les libéraux. Donc on voit bien qu'on a un risque médical, on évoquait un risque long ce matin, et c'est le cas, et coûteux évidemment. Un dernier défaut résulte des trous de garantie qui sont dus à la non-rétroactivité du dispositif. Mais là, je laisse le soin à Monsieur de Rochambeau de vous détailler ce point et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je n'ai juste... Alors, il faut que je retrouve notre... Où est-ce qu'elle me l'a rangé ? Pendant qu'il y a l'installation, j'en profite, puisque j'ai été mis en cause indirectement par la casquette ACPR. Il est vrai que tous les ans, il y a une obligation de faire un rapport devant le collège assurance de l'ACPR sur l'activité de responsabilité médicale en France. Et c'est destiné, le rapport, effectivement, au ministre. Alors, sans tout dévoiler, je vais quand même vous dire une chose. Nous avons posé la question de savoir pourquoi le texte réservait le rapport exclusivement au ministre. Et deuxième question subsidiaire, qu'est-ce qu'il en fait ? Car les équipes, c'est un boulot absolument phénoménal qui est fait. Alors, je ne dévoilerai rien du contenu du rapport, puisque je suis tenu à la confidentialité, c'est un énorme travail. Et donc, la Direction générale du Trésor, DGT comme on dit, a promis de réfléchir à la question. L'année prochaine, nous avons la présentation d'un nouveau rapport, où nous verrons quelle est la réponse apportée. Donc je vous remercie. Ce matin, je vous avais bien indiqué que la loi Abou était l'aboutissement d'un lobbying féroce et efficace des assureurs et que c'était sous leur dictée que celle-ci avait vu le jour. Et on en comprend mieux maintenant la teneur. 10 ans plus tard, le FAPDS a été créé sous une autre pression, la pression des syndicats médicaux et du SINGOF en particulier, et d'une grève des gynécologues obstétriciens qui a poussé le ministre de l'époque à enfin passer à l'action, alors que ça faisait 10 ans que mandature après mandature, nous lui expliquions les défauts pour nous de l'application de la loi Abou. Et donc c'est à l'issue de ce long combat de 10 ans. 10 ans pour faire admettre qu'il fallait trouver une solution et qu'est né ce FAPDS. Je vous mets là, et vous les aurez, les différentes publications qui en attestent, ainsi que le rapport du Sénat dont on vous a déjà parlé et qui tire exactement les mêmes conclusions que nous avons tirées auprès du ministre et sur l'application
qui n'a pas été faite de toutes les conclusions de la loi About et de l'efficacité de ce fonds. Donc je ne reviens pas, vous nous avez parfaitement expliqué. Les choses qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'arrivée du FAPDS a permis l'augmentation des plafonds. Mais pour nous, ça a eu un effet d'augmentation des primes. C'est ce que je vous ai expliqué ce matin. Alors qu'à plusieurs moments, les primes auraient dû baisser pour les professionnels. Elles ont continué à monter. Et on nous a bien expliqué pourquoi. Les assureurs nous ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas faire autrement. L'objectif était de boucher les trous de garantie. Mais aujourd'hui, on a toujours des praticiens exclus du dispositif. Ils sont donc potentiellement ruinés et les patientes non indemnisées. On a proposé que le fonds fonctionne autrement et que cette poignée de praticiens, aujourd'hui nous en comptons 5, donc c'est une poignée, mais ce sont des vraies personnes comme vous et moi. Et on nous répond que si on les inclut dans le fonds, eh bien il y a un risque de déstabilisation financière du fonds. Oui, pour 5 personnes, alors qu'il y a 65 millions actuellement dans la trésorerie, et qu'en 2017, le pouvoir n'a pas hésité à mettre à la charge du fonds l'ordonnance du 27 novembre qui assure que si un assureur actuel du marché fait faillite, c'est le fonds qui subviendra aux besoins. Il ne peut pas assurer 5 affaires, mais par contre, si un assureur venait à défaillir, ce serait lui qui serait porté en garantie. Je ne comprends pas bien les échelles. Donc tout ça nous paraît être effectivement une augmentation fallacieuse, alors que quelques euros de plus sur le fonds de cotisation permettraient largement d'assurer le financement. Voilà un exemple d'un confrère, gynécologue obstétricien en Seine-Saint-Denis, jugé responsable en totalité pour faute dans le maniement de ses forceps en 2003. L'enfant d'aujourd'hui est handicapé à 85%, il est majeur. 20 millions d'euros seront réclamés. On pense que la transaction va se faire autour de 10 millions. Le problème, c'est qu'il est assuré à hauteur de 6. Il y a donc un défaut d'assurance de 4 millions. On utilise aujourd'hui ce cas-là pour une question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'il se trouve exclu du FAPDS, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi. J'y reviens dans un instant. Deuxième cas, un gynécologue lyonnais, jugé responsable aussi d'un handicap à 80%, totalement. Il est condamné à verser une provision de 700 000 € en 2018, ce que son assureur a fait. Il est tout à fait assuré. La liquidation doit intervenir en 2024 à la majorité de la victime pour environ 10 millions d'euros. Or, il est assuré à 3 millions. Ces assureurs ont obtenu que la garantie soit montée à 6 millions du fait d'une nullité pour Dole de l'avenant qui abaisse la garantie à 3 millions. Ça, c'est une affaire entre assureurs. Mais bref, il lui reste 4 millions sur son patrimoine. On arrive en 2024. Donc ça, ce sont des confrères qui ont fait leur travail consciencieusement, qui se sont toujours assurés, qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé, et le système ne fonctionne pas. Ce sont ce qu'on appelle les oubliés du FAPDS. Je vous ai montré ce matin, il y a un site sur Internet que vous pouvez consulter qui en témoigne. Et qui sont-ils? Ce sont des confrères qui ont eu des réclamations avant 2012. Et le juge fixe actuellement les montants. C'est des montants très élevés. Et le fonds ne peut pas y répondre parce qu'il ne fonctionne que pour les plaintes portées après 2012. Le 1er janvier 2012. C'est donc une injustice, parce que lui, il n'y peut rien. Si la plainte avait été portée le 31 décembre 2011, il était couvert. S'il est après le 1er janvier 2012, il est couvert. Avant le 31, il ne l'est pas. Une journée et son destin bascule, simplement parce que le fait générateur n'est plus l'acte, mais
la plainte. Donc la date de la plainte induit cette injustice auquel il n'y peut rien. C'est donc devant l'attaque d'un principe d'égalité que nous souhaitons intervenir. Je rappelle ici la définition du principe d'égalité par le Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Mais c'est à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit. Ici, il n'y a pas de motif d'intérêt général. La différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi. Elle dépend simplement de la date à laquelle la réclamation a été effectuée. C'est donc un aléa indépendant de la volonté du professionnel. Il y a donc une inégalité pour lui, mais aussi pour les patients, car selon les patients, si la plainte est déposée avant ou après, il se trouve devant une solution d'insolvabilité. On a donc là un vrai problème et l'intervention de l'ONIAM ne peut pas se faire car il aurait fallu que les patients aient choisi la voie amiable pour éventuellement être éligibles, ce qui n'est pas le cas. Je pose donc 4 questions à l'issue de ce topo. Pourquoi l'État a-t-il tant tardé à reconnaître l'existence de laissés-pour-compte ? Pendant 10 ans, on a fait le siège, année après année, des ministères, et on s'est toujours fait, jusqu'en 2011, rejeter. Pourquoi a-t-il organisé l'opacité des données d'assurance de la RCP ? L'Observatoire des risques médicaux, on vous l'a dit, depuis 2015, ne fournit rien. On en était aussi membre, on en est exclu. Donc aujourd'hui, pourquoi y a-t-il une telle opacité ? Pourquoi les pouvoirs publics refusent l'extension du fonds, alors qu'ils ont mis à la charge du fonds la faillite des assurances RCP ? C'est tout simplement incompréhensible. Les coûts des soins seront à la charge de l'assurance maladie en cas d'insolvabilité des professionnels de santé. Donc, résultat, un ruiné et l'assurance maladie qui finit par payer. L'assurance maladie, c'est vos cotisations, ce sont les miennes, c'est la solidarité nationale, en tout cas de nos caisses d'assurance. Enfin, ce problème qui dure depuis maintenant 20 ans est une des causes de désaffection des jeunes médecins pour la gynécologie obstétrique. Et je vous le disais ce matin, nous avons moins de 900 accoucheurs libéraux aujourd'hui en France et ça baisse chaque année. On peut, devant de telles menaces, comprendre que nos jeunes confrères ne veuillent plus faire ce métier tellement déconsidéré par la nation. Je vous remercie. Je crois qu'on vous aura exposé à la fois du point de vue de la technique assurantielle et puis le relais du fonds. C'est un fonds qui me paraît bien heureux au regard du fonctionnement de l'ONIAM, si j'en crois les conséquences. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Soyez pas timide. Éventuellement. Ah, vous voyez qu'il y a une question. Merci. Oui, vous évoquiez le cas des 5 praticiens qui se retrouvent dans la galère parce que finalement, les 4 millions vont devoir être payés sur leurs deniers personnels. Oui, qu'ils n'ont pas. Moi, ma question, ou ma remarque plutôt, avant la loi Kouchner, la loi Abou, on était donc en fait générateur. Il y a encore donc des médecins obstétriciens aujourd'hui qui sont retraités, encore en vie, et qui sont encore sous l'empire de l'ancienne loi. Donc toujours fait générateur, et avec un plafond de garantie qui n'était pas de 8 millions d'euros, mais en francs. Donc ces praticiens-là, vous avez connaissance également de leur situation, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait ni ONIAM, ni fonds d'indemnisation, et donc que leurs yeux pour pleurer et pour payer. Non, moi j'étais, parce que je suis un vieux,
J'ai été assuré sous ce régime-là. Et moi, il n'y avait pas de plafond. C'est un monde que vous n'avez pas connu. Je suis désolé. Mais les plafonds ont été introduits par la loi Kouchner. Et c'était un plafond minimum. Mais moi, quand j'étais assuré à la EMA-CSF à l'époque, je me souviens bien, nos plafonds. Mais bien sûr, il n'y avait pas toutes ces affaires, c'est-à-dire, vous avez vu le volume financier des affaires, ça s'est multiplié de manière extraordinaire. Donc la loi n'a fait que s'adapter. Et il y a eu une certaine vision visionnaire dans la loi Kouchner pour prévoir ce qui allait se passer et qui s'est effectivement passé. Il a fallu 2 lois, pas parfaites, mais bon, elles sont là, on fait avec. Hein. Mais non, moi, au début, dans les années 80, mes premiers contrats que j'ai signés, pas de plafond. Et surtout, j'avais l'équivalent de 2 000 € d'assurance. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est 30-40 000 pour ceux qui accouchent. Et pour ceux qui acceptent de vous garantir. Bien sûr, mais on nous a expliqué ce matin pourquoi. Donc, je le comprends bien, mais donc vous avez eu une analyse dans le temps et on ne peut le comprendre qu'en faisant cette analyse dans le temps. Et donc, moi, je peux en apporter le témoignage parce que ça m'a suivi toute ma carrière. Je vous remercie pour cette précision et voilà. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Je vais dire quelques mots sur l'Observatoire des risques médicaux. Il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc on est dans un espace universitaire. On peut partager quelques éléments parce que je sais bien qu'il y a des questions que vous posez, monsieur le professeur. Quel est le sens d'un rapport qui est fait chaque année, qui conduit quand même à suivre ce que Madame Papex nous a présenté ce matin, qui est fondamental, hein, qui est le ratio sinistre sur prime, et de voir si autour de 100, ça va vers le 103, ça va sur en dessous de 100, et de voir quand même si on est dans le point d'équilibre, hein, que vous avez parfaitement présenté, et de savoir, vous avez parlé d'équilibre précaire, et donc je pense que le rapport que fait l'autorité prudentielle, il est important. Je sais que la question justement du sens à donner à ces travaux, elle est devant nous. Alors, sur le plan du droit, l'Observatoire des risques médicaux, il est toujours dans la loi. Simplement, ses membres ne sont plus nommés par l'autorité de nomination, et donc on a une espèce de coquille vide. Je fais une version courte, qui s'interroge à quel sens à donner à des travaux qui seraient menés devant nous. Donc, et les précédentes séances ne sont pas forcément déroulées dans des conditions constructives, si j'ai cru comprendre ce que m'a rapporté la précédente direction de mon établissement. Donc, je pense que reprendre des travaux de l'Observatoire des risques médicaux, c'est aussi se poser la question du sens que l'on donne à ces travaux dans sa composition, et de voir si on peut élargir le périmètre de réflexion. Et je pense notamment qu'il y a la donnée financière des données qu'on a sur les sinistralités, mais aussi peut-être de voir comment on utilise les données des accidents médicaux en France, dont sont dépositaires les assureurs et l'ONIAM. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Quel sens donner à l'exploitation des données, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Il y a bien sûr la question du suivi du point d'équilibre des modèles assurantiels, mais il y a aussi, je crois, un vrai sujet qui est la prévention des accidents médicaux. Essayer d'apprendre des accidents pour essayer de promouvoir des bonnes pratiques de la médecine, de l'obstétrique, de la chirurgie de demain. Et peut-être que la meilleure manière de reprendre la belle endormie depuis 2015, de continuer à suivre les données, ce serait vraiment dommage de les perdre. Mais simplement de les mettre aussi dans une perspective qui est bien sûr financière, mais qui est aussi de promotion de bonnes pratiques professionnelles. Donc voilà, je soumets ça à votre réflexion, mais je pense que ça pourrait être une manière de reprendre vers le haut ce projet de l'Observatoire des risques médicaux. Donc, quand on en reprend un peu son historique, hein, ça date, hein, l'ORM, il y avait beaucoup d'ambition. Et si on relançait ce projet, il faudrait le mettre dans une perspective
d'intérêt général. Merci pour cette précision. Moi, à mon tour, je vous soumets un objet de réflexion. Pour mieux connaître le risque médical, ça serait bien aussi qu'on ait les avis de CCI, qu'ils soient rendus publics. Et comme ça serait un bel objet d'étude aussi, s'il vous plaît. Donc. Question de transparence, mais j'ai cru voir, je ne sais plus, je crois que c'est une juridiction européenne qui maintenant, puisque les décisions doivent être anonymisées, mais ils vont inventer des noms. Ils vont inventer des noms, comme ça on pourra retenir plus facilement. Donc je plains Martin et Dupont. Hein, mais affaire à suivre. Mais alors effectivement, pour aller au bout de votre logique, effectivement, devant le collège assurance, il y a la direction du Trésor, mais il y a aussi la direction de la sécurité sociale qui est avec nous. Bien évidemment, c'est un questionnement. J'ai pas senti, enfin, c'est une impression personnelle que je dis. Voilà, j'ai pas senti d'opposition. La question qui s'est posée, c'est en fait pourquoi ce rapport n'a pas été rendu public à l'origine, c'est ça. Et la question qui se pose pour nous, qui examinons des données, mais qui sont des données financières, puisqu'on est sur le côté prudentiel, même si on a, comme vous le disiez, la sinistralité. C'est plutôt, pour nous, c'est plutôt, alors vous parlez d'intérêt général, c'est plutôt un intérêt au regard du risque systémique que peut représenter un marché de ce genre-là, qui est sous surveillance, forcément. Voilà. En revanche, ça ne met pas du tout en cause ce que vous évoquiez, effectivement, de connaître au travers de la sinistralité notamment, par exemple, mais au travers du montant des primes, peut-être comment le risque médical, le risque sanitaire s'exprime dans les problématiques qui se posent, comment on peut le financer, comment on peut faire des choix de société à la suite de ça. Je vais encore devoir faire déménager mes voisins, mais je vais... Vous restez avec nous un petit peu. C'est moi qui vais bouger. Alors, je vais me mettre debout par là-bas et laisser la parole. Alors, c'est un focus qu'il va y avoir sur en fait, les techniques qu'on vient de voir. On va les décomposer. Vous avez entendu parler du sinistre, vous avez entendu parler de la réclamation, vous avez entendu parler de l'aléa subjectif avec le passé inconnu, bien évidemment, et la globalisation des sinistres avec les sinistres sériels, même si on n'a pas employé forcément cette expression-là. Donc, nous avons plusieurs intervenants qui vont nous rejoindre. Donc, Marie-Charlotte Dalle, je crois qu'elle est tout en haut, je l'avais vu tout à l'heure, qui est directrice de la service juridique et les droits des patients à de la PHP, je vais y arriver. Patrick Flavin, qui est là aussi, donc directeur juridique, alors, je vois qu'on a précisé ancienne chambre, parce que tout le monde, Reliens, tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est comme ça. Maître Pierre Young, qui est avec nous aussi, avocat, et qui est aussi enseignant du master, d'un des deux masters présents aujourd'hui, et Isabelle Rio, qui est référente de service aussi dans le courtage en assurance. Donc, je vais vous laisser la place ici.